Les sultans d'Alger et de Tunis, chargés de présents, ont dû se rendre en personne à Burgos pour y rendre hommage au monarque espagnol, au pied même de son trône. Les Espagnols se sont ensuite emparés de l'îlot rocheux de Stofla, à 300 mètres en face d'Alger. Ils y ont bâti la solide forteresse du Peñón, destinée à tenir en respect la population indigène et à assurer la perception d'un tribunal annuel. Mais les Barberousse, gênés dans leur activité de piraterie par l'implantation des Espagnols sur les côtes algériennes, ont décidé de leur reprendre bougie. Dès, 1510, avec l'aide des derniers souverains hafsides, ils ont lancé, mais sans succès, une attaque de la ville. En 1512, au cours d'une nouvelle tentative aussi infructueuse, Harouch a été grièvement blessé. Il a perdu son bras gauche. Il s'est alors pendant 2 ans retiré à Djerba. En 1513, l'amiral génois Andrea Doria, furieux de voir bouger aux mains des Espagnols, a décidé de s'implanter à son tour sur la côte kabyle. Sous prétexte de donner la chasse aux corsaires, il s'est emparé du petit port de Gigri. Il y a fait construire un château et après son départ y a laissé une garnison. L'année suivante, Harouch guérit de ses blessures, a fait route sur Gigri. Il a débarqué sur la plage de Ziama à l'ouest de la ville. Avec l'aide de tribus voisines, il a mis le siège devant la forteresse où s'étaient réfugiés les chrétiens. Quelques jours plus tard, il s'est monté à l'assaut. Les Génois débordés lui ont vite demandé quartier. Harouch s'est emparé de 600 prisonniers et d'un immense butin qu'il a eu la sagesse de distribuer à ses troupes et à la population sans faire de distinction entre Turcs et indigènes. Il a fait réparer le château génois dont il a confié la garde aux habitants de Gigri. Mais Harouch n'a pas oublié ses échecs devant Bougie. Il est bien décidé à en devenir le maître. Grâce aux bonnes relations qu'il a su établir avec les indigènes, il a cette fois-ci réussi à rassembler une armée de 20 000 Kabyles, parmi lesquels les guerriers de Kouko, au grand complet, conduits par le roi Ahmed Ben el-Qadi, un descendant du prophète. Harouch et son frère Khaireddin ont mouillé leurs 3 vaisseaux dans la Soumam. Ils ont débarqué avec de l'artillerie pour faire le siège de la ville. Repoussés une nouvelle fois par les Espagnols, ils ont trouvé leurs vaisseaux échoués, à la suite d'une baisse soudaine de niveau de la rivière. Les infortunés corsaires ont été contraints de brûler leurs navires et de rentrer à Gigri à pied. Harouch a décidé alors de se fixer dans une ville dont il s'est pompeusement proclamé sultan. Il a acheté 4 vaisseaux à Alger pour remplacer ceux qu'il avait dû brûler. Puis, à partir de sa nouvelle base, où il n'est pas gêné par un hôte avec lequel il faudrait partager le butin, il a repris la course et rayonne maintenant sur toutes les côtes de la Méditerranée. Pour s'allier définitivement les indigènes, non seulement il leur donne une part de toutes ses prises, mais il a décidé de ne leur imposer aucun tribut. En janvier 1516, à la mort de Ferdinand le Catholique, les habitants d'Alger, ne se considérant plus liés par leur serment d'obédience envers le roi d'Espagne, font appel à Harouch pour, disent-ils, les délivrer de l'oppression des Espagnols du Peñón. Harouch fait immédiatement voile vers Alger. Son allié Ahmed Ben el-Qadi, à la tête de plusieurs milliers de cavaliers et de fantassins de Kouko, le suit le long de la côte. Harouch s'empare facilement de la capitale, où il fait une entrée triomphale. Les Espagnols tentent de réagir, mais l'expédition que lance Diego de Vera se termine par un désastre. Pour devenir le maître absolu et incontesté d'Alger, Harouch n'éprouve aucun scrupule à faire assassiner le cher Selim, qu'il avait appelé à chaleureusement accueilli. Puis, avec l'aide des Kouko, il part en campagne pour chasser les Beni Abbès qui ont aidé les Espagnols. Il les bat et le tribut que ces Berbères payaient à l'Espagne, lui, sera désormais versé. Après la conquête d'Alger, Harouch n'est plus un corsaire aventureux, sillonnant les mers pour augmenter ses prises. C'est un politique adroit, c'est un stratège habile qui, sans autre ressource que ses Turcs et ses renégats,
entouré de populations hostiles, continuellement attaqué par les Arabes et les Espagnols, entreprend néanmoins de se maintenir dans un pays étranger et atteint ce résultat à force de courage, d'audace et de persévérance. Répondant aux appels de plusieurs souverains d'Afrique du Nord pour les libérer de la tutelle espagnole, Harouch part en fait à la conquête du Maghreb, la Mitidja, la vallée du Chélif, l'Ouarsénis, Tlemcen, d'où il chasse le sultan qui a accepté la suzeraineté espagnole et dont il prend la place. Il pousse ses conquêtes jusqu'à la Moulouya. Il gouverne en tyran. La facilité et la rapidité déconcertante de ces conquêtes s'expliquent par l'infériorité militaire des indigènes qui ne sont armés que de flèches et de lances, alors que les Turcs possèdent arquebuses et canons. Les tribus arabes et berbères manquent de discipline et chacune se bat pour son compte. Les Turcs, en revanche, sont parfaitement organisés et ont une bonne connaissance de la science des batailles. Le triomphe d'Harouch est de courte durée. En 1518, une armée espagnole, grossie d'éléments indigènes, s'empare de son frère Ishaq et le laisse massacrer par les Arabes. Le corps expéditionnaire espagnol met le siège devant Tlemcen. Et une nuit, alors qu'il cherchait à s'enfuir, Harouch est capturé et massacré. Khayr ad-Din, seul survivant de la famille, prend la suite de son frère. Lui, le plus impitoyable et de beaucoup le plus redouté de 4 frères, va en devenir le plus célèbre. C'est lui que ses contemporains désignent du surnom de Barberousse, appellation que la tradition étendra ensuite à toute la fratrie. La situation dont il hérite est particulièrement difficile. Il doit affronter la révolte des indigènes de Tlemcen à Koukou, de Cherchel à Alger. Après la défaite d'Harouch, tous veulent maintenant se libérer du joug des corsaires. Barberousse, ne pouvant seul résister à ses multiples ennemis, se tourne vers la porte et par une décision de génie, lie ses destinées à celles de l'Empire ottoman. Il rend hommage au sultan de Constantinople et obtient de lui, en plus de la fonction de pacha d'Alger et du titre militaire de Beylerbey, le renfort d'une armée de 6000 janissaires munis d'une puissante artillerie. Dans le sang, il mate la révolte des Algérois, il repousse un nouvel assaut espagnol. Mais en 1520, le sultan de Tunis, inquiet de l'influence grandissante de Khayr ad-Din, marche sur Alger. Barberousse, trahi en plein combat par le contingent des Kabyles et Koukou et par ses propres lieutenants, est contraint de s'enfuir à Alger. À son tour, il se réfugie à Gijri, berceau de la puissance des Barberousses. 4 ans seulement se sont écoulés depuis que son frère, Harouch, en est parti pour la conquête du Maghreb. À Gijri, la situation est désastreuse. C'est la famine. Khayr ad-Din embarque aussitôt pour reprendre la course. 9 jours plus tard, ses vaisseaux rentrent au port. Acclamé en sauveur par les habitants de Gijri, il leur distribue des vivres et du butin dont il s'est emparé sur des bateaux chrétiens. Associé à d'autres corsaires, Barberousse constitue une flotte de 40 voiles pour piller les côtes d'Espagne. Il renforce son armée de nombreux morts andalous chassés de leur foyer par la Reconquista espagnole. Tenace, Khayr ad-Din n'a renoncé ni à son titre de Beylerbey, ni à ses ambitions. En 1525, une fois ses forces et son trésor reconstitués, il repart en campagne. Il prend successivement Colo, Bonne, Constantine, puis avec cette fois-ci l'aide des Beni Abbas, il chasse facilement d'Alger les Kabyles de Koukou, qui, par leur tyrannie, s'y sont fait détester. Il reconquiert la Mitidja, puis la presque totalité du territoire algérien. Il mate sans pitié les révoltes des tribus indigènes, sans jamais cependant réussir à toutes les soumettre. Koukou et Beni Abbas refusent toujours de s'allier définitivement avec les Turcs et préfèrent garder la possibilité de traiter aussi avec les Espagnols. Barberousse s'attaque enfin à la forteresse espagnole de Peñón, qui, à 300 mètres à peine du rivage, constitue toujours un défi et une menace pour sa capitale. Il s'en empare, la fait raser et avec ses pierres fait reconstruire le port d'Alger par des esclaves chrétiens.
Bientôt fortifié, ce port sera le principal refuge de ces corsaires. Barberousse fonde alors un État algérien appuyé sur une solide organisation militaire qui va subsister plus de 3 siècles jusqu'à la conquête française. En 1533, le grand seigneur Soliman le Magnifique, le conquérant de Belgrade, de Rhodes et de la Hongrie, s'inquiète de la puissance grandissante de Barberousse. Préférant l'avoir auprès de lui, il l'appelle dans sa capitale et le nomme commandant en chef de la flotte ottomane. À 66 ans, Barberousse, nouveau capitaine pacha, repart en campagne. Il va affronter le plus grand amiral de la chrétienté, le génois Andrea Doria, qui, rallié maintenant à Charles Quint, commande la flotte impériale. Barberousse reprend une à une les villes conquises par Doria. Il ravage les côtes d'Italie et jette l'épouvante jusque dans Rome. L'année suivante, il s'empare de Tunis et en prend possession au nom du grand seigneur. Malte et la Sicile implorent alors l'intervention de Charles Quint. L'empereur arme aussitôt une flotte de 400 voiles et avec 30 000 hommes reprend Tunis grâce à l'aide des esclaves chrétiens qui s'y sont révoltés.